Marjolaine Juste, bonjour, bienvenue chez Castelet, notre chaîne d'entretien qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. On est à Avignon en 2026, en juillet. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Brièvement, je m'appelle Marjolaine Juste. Euh, et oui, je me dis marionnettiste. Euh, Pourquoi? Parce que je construis mes marionnettes. Parce que surtout, en fait, je raconte des histoires qui sont très liées à ce que je vis. Et je les décale dans le monde de la marionnette. Euh, avec voilà, des matières, une implication graphique en tout cas, plastique. Et, euh, et puis parce que je joue aussi, parce que j'ai créé ma compagnie qui s'appelle Les Illustres Enfants Justes. C'est un nom qui me ressemble parce que c'est juste mon nom de famille. Et que, en fait, j'ai commencé avec mon frère, euh, Benoît Juste. Et on était un duo de frères et sœurs. On a commencé, moi j'avais 22 ans. Et mon frère, il avait 5 ans de moins que moi. Et on a commencé dans la rue. Et on est enfant de marionnettistes, d'un monsieur qui s'appelle Philippe Juste. Et donc on était ses enfants. Alors à la fois, ça nous a aidés, quelque part. Et à la fois, c'est pas si facile, je pense. Parce qu'il y a une forme... C'est difficile de se dire marionnettiste après ça. Et puis, j'ai choisi le mot illustre parce que je trouve qu'il a un grand panache. Je trouve qu'à la fois, il a un côté suranné et en même temps, il y a quelques paillettes, mais quelques vieilles paillettes. Enfin, j'ai l'impression que... D'abord parce que Molière avait sa troupe s'appelait l'Illustre Théâtre et que je viens d'une famille choisie. En fait, avant d'être marionnettiste, mon père était comédien et quelque part, il avait choisi sa famille et il a fait partie de la troupe d'Alain Sachs, donc du théâtre, très théâtre, quoi. Et, et parfois même, je comprends mieux les troupes de théâtre aux troupes de marionnettistes. Des fois, je me sens un petit peu en décalage. Enfin, c'est pour ça que ça m'impressionne un peu cette interview parce que je me dis, oh là là, il faut que j'assume le fait d'être marionnettiste en fait. Voilà. Même si, ouais. Après, donc voilà, brièvement, c'était long en fait, mais Et du coup, depuis petite, tu vois des spectacles, tu vois la construction des spectacles? Oui. oui, tout à fait. Alors voilà, c'est ça, c'est que je pense que ça s'est construit à la fois dans l'envie, des spectacles autres que ceux de mon père d'ailleurs. Parce qu'on voit plein de spectacles quand on est petit, et pas forcément les spectacles pour enfants, des spectacles qui sont troublants. On peut se rendre compte que... Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait des univers qui étaient vraiment très opposés, très, très différents, et tout ça, ça m'a... Et j'ai des souvenirs de ça, enfant, très, très forts, en fait. Et je me souviens avoir vu les spectacles du Triangle, par exemple, et c'était fou. Enfin, c'était très... Et je n'ai que ce souvenir-là, en fait, d'enfant. Et, et aussi l'univers, enfin, je trouvais que les marionnettistes étaient des gens... Enfin, quand je les... Enfin, voilà, les amis que mon père pouvait... que je croisais et tout ça, je trouve... Ils m'impressionnaient un peu, parce qu'ils avaient une espèce de silence en eux. Quelque chose d'assez poétique, et en même temps... j'approchais pas trop, quoi. Et aussi, bon, voilà, je pense qu'en vrai, je suis marionnettiste parce que j'ai eu très peur des marionnettes. C'est terrible. Enfin, je veux dire, c'est terrible, non. Ça-
j'ai réussi à surmonter mon traumatisme. Mais je pense que, en fait, mon père, il vient du cabaret. Et il y avait il avait un numéro qui était une espèce de conférencier euh, qui buvait vraiment d'ailleurs. Et lui, il faisait son assistant. Et il avait un discours imbitable de sécurité sociale et très très ennuyant. Et en fait, petit à petit, tout au long du discours, finalement, en fait, il s'enlevait des choses sur lui. Et assez horrible. Enfin, ça faisait... Et ça allait tellement loin qu'il finissait par s'enlever un bras, s'enlever toute la tête. Et voilà, et c'était sur une musique de punk, on avait comme ça, il se transformait en grosse araignée. Et déjà, moi, ça me faisait très très peur. Parce que personne ne pouvait me garder, donc j'étais là à regarder le spectacle. Et en plus de ça, il s'est passé quelque chose, c'est que à la fin, en fait, le spectacle se termine. Mon père finit par sortir du Castelet complètement désolé par rapport au public, en disant je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas pu l'arrêter. Voilà. Et à ce moment-là, sort du Castelet un pistolet, un vrai pistolet qui tue mon père en fait. Et à chaque soir, je voyais mon père mourir. Donc j'avais compris en fait qu'il revenait. Hein, mais un jour, il a comme ça une coque sur l'œil en fait. Et on dormait dans une caravane, on dormait dans notre caravane. Et je vois mon père avec cette coque et tout. Il fait oui, bah j'ai reçu un peu de poudre. Tout ça. Et je me dis mais il va finir par le tuer vraiment en fait. Et je me souviens de voir même la malle où était rangée la marionnette. Je pouvais pas l'approcher en fait. C'était horrible. Et ça. Et voilà. Je crois que vraiment, j'ai jamais cru en Dieu, mais je crois en marionnettes. Et du coup, qu'est-ce que du coup qu'est-ce que tu as fait comme étude? Tu as fait des études ou tu t'es dit je fais des marionnettes? Oui, j'ai fait des études parce que je pensais pas faire marionnettiste en fait. Ça m'a rattrapée. J'étais plutôt tournée sur les arts plastiques, tout en faisant toujours du théâtre, mais de façon plutôt amateur. Enfin, amateur, comme enfant quoi, à partir de toujours, peut-être à 5-6 ans, puis j'ai continué, etc. Et puis, et d'ailleurs, j'ai eu des bonnes profs parce que c'était au théâtre, il y a eu une clown et puis après une prof de Lecoq. Donc c'était beaucoup sur le corps et ça, je suis très contente en fait d'avoir eu ce parcours plutôt corporel, on va dire, que dans l'interprétation. Et donc ça, c'était pour la partie théâtre, mais qui était pas... Mais par contre, oui, dans ma scolarité, en tout cas, j'ai toujours été plutôt tournée vers les arts plastiques. J'ai fait un bac littéraire avec option arts plastiques lourdes. Et après, il y avait une prépa arts plastiques. Et donc, j'ai fait cette prépa. Et après... Tu étais où en France? J'étais à Fontenay-sous-Bois. Parce que mes parents habitaient à Montreuil. Et après... et je suis restée un certain temps en région parisienne. D'ailleurs, j'ai eu un atelier collectif à Montreuil pendant longtemps. Ça a fait partie de mon parcours parce que dans cet atelier, il y avait énormément d'autres artistes, et notamment des gens venant du théâtre ou du cinéma, comme des costumières, perruquières, scénographes, très grandes scénographes, accessoiristes, décorateurs cinéma. Et ça m'a aussi énormément ouvert. Et des rencontres aussi, du coup, parce que comme c'est un lieu ouvert, un peu aussi, ça permet de rencontrer beaucoup de gens. Et ça, peut-être j'en parlerai plus tard, mais je trouve que les ateliers sont très importants. Si j'ai quelque chose à dire, je trouve qu'on ne parle pas assez des ateliers. Eh bien, c'est bien, on va pouvoir en parler. Donc, tu as fait les beaux-arts, c'est ça que tu disais? Alors, j'ai passé les concours, je les ai eus, et en fait, je ne suis pas allée. J'ai fait autre chose. Et puis, je pouvais faire un peu tout ce que je voulais, je crois, parce que mes parents étaient beaucoup plus focalisés sur mon frère qui, lui, ne faisait pas d'études et faisait n'importe quoi. Donc, et la scolarité, c'était horrible. Il faisait beaucoup de bêtises. Et donc, moi, ça m'a permis de faire absolument tout ce que je voulais.
Donc, je disais: «Oh, bah, je vais faire ça». Oui, ils s'en fichaient un peu, en fait. J'arrivais à me gérer moi-même, très bien. Donc, le jour où oui, je me suis dit: «Non, finalement, je vais pas faire les beaux-arts» parce que j'avais fait une prépa d'arts plastiques. Alors c'est vrai que ça m'a appris beaucoup, mais ça m'a aussi, perturbée. Je crois que c'était un prof qui était très, charismatique, mais dans le sens un peu aujourd'hui, peut-être ça passerait plus, ce genre de choses. Heu, Très charismatique et un peu mettant un peu les élèves sous emprise. J'ai compris ça beaucoup plus tard, mais bon, quand on a 17 ans, c'est pas si évident. Et en même temps, il m'a apporté énormément. Je peux pas, voilà. Et effectivement, il m'a peut-être fait accoucher de moi-même, hein, mais c'était son idée d'ailleurs, je crois, d'être vraiment dans un processus de création et pas juste d'apprentissage de technique ou de choses comme ça. C'était, voilà, trouve ta démarche, qui tu es. Et après aussi, j'avais le discours de mon père qui n'était pas si évident à avoir, à entendre. À la fois, toujours, c'est pareil, ces gens ont à la fois raison, à la fois tort. C'est-à-dire que il disait, lui, aucune école n'apprend à être artiste. Et donc, par exemple, alors que je pense que j'aurais aimé faire l'école de Charleville-Mézières, par exemple. Mais voilà, j'ai eu un discours qui m'en a empêché. Et pareil, j'ai pas été. J'arrive pas à savoir si j'aurais dû le faire ou pas. De toute façon, il n'y a pas de regret à avoir, c'est comme ça. C'est trop tard C'est maintenant. trop tard. Il y a une Voilà. limite d'âge. Il y a une limite d'âge. Ce serait merveilleux si je. Oh, j'aimerais tellement. Juste pour vivre ses rêves. Non, je sais pas. Enfin, voilà, il y a eu quand même une espèce de. Ouais, de. C'est ça. Être élevé par un marionnettiste. Enfin, si toi, ta mère est marionnettiste, je sais pas quel discours tu as pu avoir par rapport à ça, mais en tout cas, c'est. Oui, faut. Je sais pas, comme dit. C'est Jung, Freud qui dit tu es le père, je sais pas, il y a quelque chose à faire comme ça, mais c'est vrai, malgré tout. Et en même temps, c'est aussi, moi j'ai été imbibée par ça et c'est pas si, et c'est pas si faux. Par exemple, j'en ai discuté avec Greta. Vous voyez Greta Brugman. Vous la connaissez un peu, non? C'est pas, Bah, dans nos auditeurs, il y en a qui la connaissent. Ouais, Peut-être même qu'elle quelqu'un nous de écoute. très intéressant. Alors, je vous conseille de parler avec elle. Elle va pas avoir un flux de paroles énorme, mais quand elle dit quelque chose, c'est très très. Alors, c'est vrai, quoi. Enfin, et elle dit. Pour elle aussi, c'est quelqu'un, c'est une constructrice. Elle est de la compagnie Archetal qui maintenant a lâché un peu. A lâché parce qu'ils voilà, ils prennent leur retraite à un moment, ces gens. Enfin, bon, voilà. Avec Sylvie Haussmann, elles ont formé comme ça une compagnie pendant longtemps. Et elle a connu mon père bien. Et ils ont fait ensemble la première édition de l'école de Charleville. Les 3 mois de stage ou 6 mois de stage avec tous les grands marionnettistes, voilà, tous les Mickey, Margareta Niculescu et tout ça, enfin tous ces gens réunis là, qui ont appris, enfin voilà, avec des élèves qui venaient du monde entier quand même. Enfin. Et je lui en ai parlé de ça. Je lui dis quand même, j'aurais aimé moi faire l'école de Charleville, mais tu vois, mon père il voulait pas. Enfin, il m'a pas interdit, mais voilà, s'il y avait un poids un peu là-dessus, j'avais l'impression de trahir quelque chose. Et elle m'avait répondu, tu sais, l'école, hein, ça forme, mais ça déforme. Alors, je sais pas quoi en penser. Voilà. Je trouve ça super qu'il y ait des écoles. Moi, je trouve ça trop bien. En plus, il se trouve que voilà, j'ai rencontré le père de mon enfant et tout ça à Charleville-les-Mézières. Lui, il fait du cinéma d'animation. Pour le coup, lui, il a fait vraiment des écoles d'animation. Et je trouvais ça super qu'il ait. Enfin, il fait partie du coup d'un réseau. Les gens qui ont fait les écoles, ils se sentent en réseau, ils se sentent en famille. Ils ont ce lien un peu sacré qu'il peut y avoir et tout. Moi,
dans mon métier, j'avoue que je me sens un peu seule, du coup, en étant autodidacte de cette manière-là. C'est-à-dire que j'ai fait des stages, on rencontre des gens en stage et tout ça, mais il n'y a pas cette espèce de racine un peu de « Ah, t'as fait l'école, t'es quelle promotion ?» Voilà. Voilà. C'est toujours un petit truc que j'aurais aimé, mais bon. Voilà. Et du coup, pour la construction des marionnettes, puisque tu construis beaucoup de marionnettes, à quoi tu fais référence? Ce que tu as vécu quand tu étais petite? Tu as fait des formations? Comment tu construis une marionnette? Bah, je construis pas une marionnette, je construis un spectacle. C'est-à-dire que en fait, j'ai jamais construit une marionnette pour construire une marionnette. À chaque fois, j'ai toujours fait quelque chose pour dans l'idée d'un spectacle. En fait, j'ai besoin d'avoir une vision d'ensemble et ça commence par du dessin beaucoup. En fait, je laisse une grande liberté, une grande place aux images qui me traversent et je les dessine. Et après, ce dessin-là, il est primordial. C'est un croquis qui va me poursuivre et je tiens à réaliser ce croquis au plateau, par tous les moyens. Alors, ça passe par des chemins horribles, parce que évidemment, les mises en place sont toujours très très compliquées. Et surtout, parce que la mise en place pour soi, déjà, elle peut être décourageante. Mais alors, en plus, pour toute une équipe, c'est horrible. Les gens, ils savent pas du tout où tu vas. Tu te dis, non, mais vous inquiétez pas, ce bout de bois, ce sera ça. Et ok. Mais c'est pour ça que moi, je dis à mes équipes toujours, écoutez, suivez-moi. Je vous promets qu'on arrivera à bon port. Je ne sais pas par quel chemin, mais on arrivera à bon port. Faites-moi confiance. Et ça m'aide à me faire confiance aussi. Et du coup, depuis que tu as 22 ans, tu fais des spectacles, tu crées des spectacles, c'est ça que... Oui, c'est ça. C'est que en fait, j'écris mes spectacles, donc je les dessine. À côté de ça, il y a la musique qui est très importante. À chaque fois, j'entends la musique avec les images. Et au début, comme on était un duo avec mon frère qui est musicien, en fait, c'était un duo frère-sœur, musique et marionnette, et ça se conjuguait toujours fortement. Et aussi, il y a cette idée de... un peu dans la tradition orale, quoi. C'est-à-dire que mon frère, il fait de l'accordéon diatonique. Comme je vous disais, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout scolaire, donc je crois que ma mère a réussi à trouver l'instrument qui pouvait lui correspondre en termes d'apprentissage. Et c'est vraiment un monde, le trad, où c'est très rigolo parce que les gens, ils s'apprennent en danse ou en musique en montrant, quoi, en faisant les choses. Ça passe pas par l'écrit. Et ça, c'est après, par la suite, quelque chose qui m'a intriguée, même si après, parce que c'est ça, la suite de mes études, c'est que j'ai laissé tomber les beaux-arts pour faire de la littérature. Et donc, j'ai une licence de lettres. Même si, ah oui, parce que c'est ça aussi, même dans le choix des études, je voulais faire des lettres parce que j'adore lire, j'adore la littérature contemporaine et j'adore, voilà, aussi, les classiques, les histoires, et puis j'aime beaucoup les histoires, quoi. Et aussi j'aime beaucoup toutes les émotions, les sentiments, les gens qui arrivent à vraiment décortiquer tout le sentiment à la moindre haussement de sourcil et qui arrivent à retranscrire ça dans du papier, c'est le corps dans du papier. Je trouve que c'est pour ça que c'est étonnant. Enfin, à chaque fois, les gens qui aiment pas lire et tout, qui disent non mais c'est pas pour moi et tout, je dis mais tu sais, les écrivains sont très impliqués corporellement. J'adore entendre les écrivains parler parce qu'en fait, des fois ils suent, ils en peuvent plus, et moi-même quand j'écris, c'est physiquement très intense en fait. Et donc voilà, à la fois j'aime beaucoup l'écriture et en même temps j'ai été très intéressée et j'ai eu une espèce de petite recherche aussi sur ce qu'on appelle la littérature orale, donc tout ce qui est plutôt les histoires transmises de bouche à oreille et
et cette espèce de mémoire vive, en fait, qui est quand même là, qui n'a pas suivi l'écriture, enfin, qui est dans une autre dimension, mais qui reste là, quoi. Et ça m'intéresse toujours, voilà. Et du coup, pour en revenir au Ouais, pardon, spectacle, c'est vrai que je m'éparpille. non, tout va bien, c'est très beau les chemins de la pensée. Et du coup, pour en revenir à tes spectacles, depuis que tu as après ta licence de lettres, tu t'es dit que tu allais faire des spectacles, c'est Oui, ça? bah, je me suis dit que, Il bah, faut j'avais, rattraper mon frère, on va faire des spectacles ensemble. il y a eu ça, il y a eu, oui, effectivement, je vais un peu m'occuper de mon frère. J'ai aussi, non, mais enfin, je me suis dit aussi, ben là, j'avais eu ma licence, il était question de faire un concours pour être prof ou voilà et tout ça, et je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est ça? Pourquoi pas? Mais en fait, j'avais suivi mon père pendant tout un festival de Charleville où j'avais vu énormément de spectacles et tout. Où je me suis dit, finalement, j'ai peut-être quand même. J'avais aidé aussi mon père dans la construction d'un de ses spectacles. Et du coup, je m'étais dit, quand même, la prochaine fois que je construis des choses, ce sera peut-être pour moi, en fait. Et puis le fait de voir énormément de gens, je me suis dit que peut-être j'avais ma place, en fait, là-dedans. Enfin. Ça... Et en fait, ça a cheminé comme ça, et ça a cheminé aussi dans le fait que ça réunissait aussi beaucoup de choses que je savais faire. C'est ça qui est chouette dans les marionnettes, je trouve, c'est le côté très, très pluridisciplinaire. On peut faire un peu ce qu'on veut quand même. On peut aller vers des endroits ouverts avec ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire. Moi, je suis... Et ce que j'adore, c'est que, oui, effectivement, j'ai un côté un peu éclectique dans mes pensées, dans les savoir-faire, mais ça me permet aussi de rencontrer les gens, des spécialistes, pour, voilà, le dernier spectacle, j'étais très contente d'engager une vannière qui m'a fait tous mes paniers et de connaître un monde qui est le panier, en fait, et le monde de la vannerie, et tout à coup, ça ouvre des chemins, et c'est chouette. Et j'adore aussi m'ouvrir à des gens, à des illustrations, des illustratrices qui, voilà, j'adore. Enfin, ça, c'est dans le domaine de la construction, mais après aussi dans le domaine de l'écriture et tout ça, aller chercher là ou là, en fait, ça. Voilà, j'ai l'impression d'être dans un carrefour de chemin comme ça, et suivant quel spectacle on fait, finalement, eh ben, on peut aller là. Et c'est ça qui me plaît, en fait, dans la marionnette. Et du coup, pour l'écriture du spectacle, comment tu t'y prends? Tu as les dessins, tu as les images, J'ai les tu as la images, musique qui arrive en même temps. Et ouais, est-ce que tu écris les textes? j'écris les textes, et j'écris aussi des textes de chansons, beaucoup de chansons. Euh, Et après, en fait, pareil, c'est une rencontre avec un compositeur, et on va faire une espèce de travail à quatre mains entre l'écriture musicale et puis l'écriture, le texte. Alors, j'ai aucun ego en termes de texte, donc s'il faut tout changer, il faut tout changer. En fait, moi, j'ai besoin que ça marche, enfin, que voilà. J'adore, j'aime beaucoup aussi toute la réflexion sur la musique dans un spectacle. Comme au cinéma, en fait, c'est-à-dire les moments. La musique, elle est super parce qu'elle peut raconter énormément de choses. Elle vient des fois soutenir l'action, elle vient au contraire, des fois, elle s'extrait de l'action. Enfin, il y a tous les possibles aussi par rapport à ça. Et pareil, c'est toujours intéressant d'avoir des gens, des écrivains de scène, quoi. C'est de musique de scène. Je trouve ça. Et en plus, ce que je trouve super par rapport à la marionnette, c'est comment ça amplifie un minuscule personnage, ou au contraire, ça fait. C'est des possibles incroyables, quoi. Qu'est-ce qui est pour toi important à dire sur la marionnette? Comment tu pourrais vendre la marionnette à quelqu'un qui ne connaîtrait pas la marionnette? Ou qui l'aurait vue de manière rapide comme ça, mais qui ne connaîtrait pas toute sa magie et sa profondeur?
Ah bah, je dirais que c'est... J'ai peur de dire des choses... Tu as déjà dit qu'elle t'avait fait peur quand tu étais enfant. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, il y a cette dimension de peur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce moment où on voit quelque chose vivre. C'est quand même pas rien de faire vivre des choses qui sont censées ne pas vivre. Alors après, plus il y a un éventail, il y a un degré, je dirais, de distance entre un verre ou un objet et une marionnette très perfectionnée qui va être qui va avoir beaucoup plus de réalisme, beaucoup plus de... Mais malgré tout, c'est faire vivre des choses qui ne sont pas vivantes. Alors ça, ça nous emmène quelque part. On va parler de l'atelier, de comment tu donnes chair à ces dessins que tu as faits. L'atelier, pour toi, ça a été une évidence? Tu as toujours fait des marionnettes? Oui, alors c'est vrai que je sais plus exactement la première fois que j'ai fait une marionnette. Mais je me souviens je me souviens quand même d'une fois où j'avais fait une marionnette. C'était une marionnette à gaine que j'avais fait, je devais avoir 8 ans. Quelque chose comme ça. Et j'avais dû faire... C'était en pâte à bois. Et en fait, je dis, bon, pâte à bois, ça fait tout craqueler, en fait, et tout. Bon, faut quand même faire quelque chose. J'avais coupé tous mes cheveux pour le coller dessus. Et je me souviens de la réaction de mes parents qui était très différente. C'est-à-dire que mon père était là, oh, regarde, elle a fait une marionnette avec ses cheveux. Et ma mère qui fait, quoi, mais t'as coupé tous tes cheveux, mais c'est horrible. Il a fallu tout... Enfin bon, voilà. Et oui, c'est le rapport différent. Et donc après, la deuxième marionnette, ça c'est la première, c'est la marionnette. C'est la première, enfin c'est la première dont un peu je me souviens parce que bon, il y a des petits trucs, voilà, c'est pas, je sais pas. Mais du coup, est-ce que tu as senti le besoin d'apprendre à construire un jour, ou pour toi c'est toujours évident la construction? Non, c'est pas évident la construction, pas du tout. Je trouve qu'au contraire, faut, j'essaye d'aller chercher à droite à gauche des trucs sur des trucs que je veux faire, suivant ce que j'ai envie de leur faire, suivant l'histoire que je raconte. Après, voilà, en soi, la marionnette, pour moi, elle évolue dans une... elle évolue dans un cadre, elle évolue dans une scénographie, dans un castelet, malgré tout. Alors, que le castelet soit visible ou invisible, mais en tout cas, il y a cette structure qui est là. Et pour moi, la structure est très importante. Je pense que... Et j'adore regarder les castelets des marionnettistes. Et je trouve d'ailleurs, à chaque fois... C'est un peu... D'ailleurs, je trouve qu'on rentre dans l'intimité des gens beaucoup plus en rentrant dans un castelet ou dans leur structure. On appelle ça castelet, on appelle ça comme on veut. Mais il y a un truc d'intimité quand même. J'adore ça. Et je trouve, en plus, que les castelets... On dit les marionnettes ressemblent à leur créateur, mais alors je trouve que les castelets ressemblent au corps des marionnettistes. C'est flagrant, quoi. Il y a des baraques et ils ont des castelets. Et puis il y a des gens, c'est très fin, il y a des draps. C'est vraiment... Je trouve ça très bien. L'envers du décor. Ouais, enfin, en tout cas, la structure, le cadre, elle évolue pas dans n'importe quoi, la marionnette. On peut pas... Sinon, c'est rien, c'est inverse. Enfin, c'est quand même... Enfin... C'est comme si un humain, on lui donnait pas d'oxygène. Enfin, il ne vit pas. Il est dans un cadre. Quoi. Et du coup, pour en revenir à la marionnette, de la construction de la marionnette, est-ce que tu as des choses à nous dire? Du coup, il y a l'espace scénique, le castelet. Et les marionnettes à l'intérieur, tu as utilisé quelle technique durant toute ta vie de... En fait, les techniques que j'utilise, elles sont surtout en fonction de l'histoire que je raconte. Souvent, c'est
C'est aussi des personnages qui se déclinent en plusieurs techniques parce que aux besoins de l'histoire. En fait, l'histoire est quand même primordiale. Donc, en fait, j'ai pas... et puis, d'une matière, en fait. Voilà. Là, c'est vrai, sur le dernier spectacle, ça s'appelle L'épopée de Pénélope. C'est Pénélope qui tricote en attendant son mari Ulysse. Ça fait 20 ans qu'elle tricote. Alors, elle va se faire... heureusement, malheureusement, avalée par son panier à laine. Et quand elle réapparaît toute tricotée et elle va vivre elle-même une odyssée tricotée. Donc tout va être tricoté. Donc voilà, je suis partie dans le tricot, je suis partie à fond et je suis partie tellement à fond là, par exemple, que au Festival d'Avignon, on a même tricoté les tracts. J'ai appelé ça des tricotracts, comme un échantillon du spectacle, quoi. Alors voilà, par exemple, ça c'est l'idée, c'est d'être en cohérence avec l'histoire. Donc pareil pour le spectacle d'avant, c'était une belle au bois dormant dans une armoire, le côté un peu enfermant. Donc j'ai voulu utiliser tout ce qu'on pouvait trouver dans une armoire. Voilà. Donc pour toi, c'est vraiment l'histoire qui est porteuse de la marionnette. Tout à fait. La technique et tout ça vient de la nécessité. Exactement. De l'histoire. C'est la nécessité de raconter une histoire en cohérence. Et j'ai vraiment, pour un peu, enfin, après moi je suis quelqu'un des histoires. C'est vrai que ça c'est très marrant de voir. Je suis très intriguée de voir comment les gens ils ressentent les spectacles, même les bandes dessinées, les choses comme ça. Il y a ceux qui bouffent de l'histoire, quoi. Peu importe, même graphiquement c'est moche, on s'en fout, l'histoire elle est trop géniale. Et il y a ceux qui vont s'arrêter sur chaque petite case et qui disent « Oh, quel beau dessin !» et qui arrivent à vivre à l'intérieur de... Et ben, je trouve qu'en marionnette, on a un peu ça. Je vois bien qu'il y a des spectacles qui sont beaucoup plus dans la contemplation de l'image et d'autres qui ont besoin de raconter cette histoire. Voilà. Alors... Et moi, entre deux, mon cœur balance. C'est-à-dire que je pense que l'histoire est primordiale. C'est aussi ce qui va donner le rythme du spectacle, c'est aussi ce qui va donner la tension dramatique. En plus, il se trouve que moi, j'ai un enfant qui est très, très exigeant sur les histoires. Il lit énormément, c'est un bouffeur de BD, d'histoires, de tout ça. Et c'est marrant parce qu'on est deux... son papa, lui, il est réalisateur de dessins animés et il nous lâche pas. C'est-à-dire qu'il sait voir toutes les incohérences d'une histoire. C'est surprenant. Hein. Mais pourquoi les illogismes, les choses comme ça, il arrive à tout nous dire. En fait, ah ouais, c'est vrai, on a voulu noyer le poisson. Non, ça n'est pas possible. Il faut rester très, très carré. Est-ce qu'il y a des ponts, du coup, entre l'animation d'image et l'animation de marionnette? Est-ce que vous... Ouais, tout à fait. Ça nourrit ta réflexion, ça nourrit, sa réflexion? Complètement. D'abord, alors, dans les similitudes et les oppositions. Parce que, en fait, ça c'est très marrant, c'est que, notamment dans le mouvement, nous, on a besoin, enfin, je parle pour moi, mais j'ai l'impression pour d'autres aussi, mais dans la marionnette, il y a quand même besoin de cette espèce de petits mouvements pour la faire vivre, justement. On a besoin de ces petites inerties, enfin... vous voyez ces mouvements un peu à retardement, ces trucs et tout. Donc, on construit aussi avec ce côté des marionnettes qui ne sont pas trop figées. Là, en animation, c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que... Des fois, un jour, j'ai demandé, je ne sais plus, à une constructrice en animation, parce que comme j'avais quitté Paris, j'avais plus les adresses, notamment des plumes, des choses comme ça et tout ça. Elle a dit « Ah, mais tu sais, les plumes en papier, c'est très bien parce que ça ne bouge pas. » Alors en fait, pas du tout. On n'est pas du tout sur la même étagère. Moi, au contraire, si je prends des plumes, c'est que il y a besoin de ce mouvement qui fait que la vie continue quelque part. Et bah là, voilà, on est dans l'opposé, par exemple, de ce genre de choses. Après, par contre, je trouve que dans le mouvement, on a les similitudes dans les cuts. C'est-à-dire ce qui fait vivre un personnage, c'est le rythme. Enfin,
un mouvement qui est complètement... C'est un peu, vous voyez, le mouvement du débutant qui va mettre toujours la même, le même nombre d'images justement dans la seconde. Enfin, ça c'est l'animation. On a 24 images par seconde, mais si on réduit... En dessin animé, c'est à peu près 12 images par seconde. Mais si on dessine un coq qui fait ça, tac, tac, ou au contraire un animal qui va... on n'est pas du tout sur le même genre de nombre d'images. Ça, c'est très marrant aussi de compter le nombre d'images, parce que derrière, il faut compter le nombre de secondes de quota pour un animateur et combien il va être payé en fonction du nombre d'images qu'il va faire par jour. Ça, c'est des choses qui... C'est marrant de quantifier aussi ce genre de... Enfin, je sais pas, je parle là-dedans, mais... Et parce qu'en marionnette, on s'en fout, on n'est pas du tout dans le même délire. Mais en termes de mouvement, ça, c'est assez marrant. Des fois, ça, c'est très rigolo. On regarde des fois des gens bouger ou des animaux et tout ça, et il sait dire le nombre d'images qu'il y a par seconde. Ça, c'est marrant. Tu as parlé un peu des constructrices du cinéma d'animation. Ouais. Et comment elles sont rémunérées, comment ils sont rémunérés? C'est quoi les contrats à peu près de ces gens-là, si tu les côtoies un peu? Est-ce que tu as une idée de comment ils vivent? Oh, bah, ils sont intermittents. Après... En tant que constructeurs de décors, ils sont techniciens? Ouais, c'est en technicien. Ils sont en technicien. Voilà. Après, faudrait que je me renseigne plus précisément, parce que je vais dire des choses pour les gens de 100 ans là qui vont Non, dans 100 ans ils vont penser des choses. Non, je vais pas m'aventurer là-dedans, je vais dire des bêtises, ça se trouve, donc je préfère. Et est-ce que toi, tu rémunères tes temps de construction, ou c'est des temps plutôt de recherche que tu... Est-ce que je rémunère les constructeurs qui bossent pour moi, ça c'est évident. Oui. Après, moi... Et comment tu les rémunères à la journée, à la marionnette, Alors, oui, c'est plutôt à la journée, ouais. Alors après, en gros, on est sur quoi Tu fais pas des commandes de marionnettes, tu travailles avec elles ou ils... Non, en fait, quand je travaille avec des gens, c'est plutôt... alors, dans les constructeurs, il y a qui? Il y a Alice Touvet qui est costumière. Donc, une grande costumière. Par la taille et par le charisme. Et par le talent. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler, parce elle côtoie beaucoup le théâtre, elle travaille avec des gens, elle travaille aussi avec pas mal de metteurs en scène, elle travaille avec beaucoup de metteurs en scène, mais c'est quelqu'un qui a eu le Molière il y a 2 ans, enfin et on était dans le même atelier, et je trouve qu'elle a cette intuition à la fois d'écouter ce que je veux, et en même temps de conseiller vraiment. C'est-à-dire de dire, là, si tu vas par là, on va devoir refaire, ou machin, etc. Et quand même, à peu près 99% des fois, elle ne se trompe pas. Donc, c'est arrivé que je pousse en disant non, c'était absolument ça. Et souvent, je me trompe. Et donc, j'avoue, elle est forte. Tu voulais parler des ateliers, du coup pour toi l'atelier c'est quand même un endroit de partage, c'est ça, entre plusieurs constructeurs? Alors ça peut, et en même temps c'est aussi un endroit très secret, je pense. C'est-à-dire que moi j'ai fait l'expérience des deux. C'est-à-dire que d'abord j'ai construit dans l'atelier de mon père, donc c'était un peu le cocon, mais après je me suis rendu compte que c'était pas mon atelier, il fallait absolument quelque chose à moi, et je suis partie et j'ai été et je suis partie dans un atelier collectif où j'ai travaillé pendant 11 ans dedans. Et c'était où? C'était à Montreuil, ça s'appelait l'atelier Dynamo. D'accord. Et il y avait effectivement c'était un espace assez l'espace choisit les gens, j'ai remarqué, hein, donc suivant un peu comme le Castelet. Ouais. C'est vrai que je parle beaucoup d'espace, mais c'est vrai que ça nous forme. Enfin,
on n'est pas pareil quand on a chaud en plein soleil ou sous un arbre. Enfin, je veux dire, ben là, c'est pareil. Quand on travaille dans un espace où on peut stocker du matériel, où on peut à la fois avoir son endroit à soi et quand on décide de partager les choses, être dans le partage, et ça c'est super. Et là, effectivement, ben, il y avait. C'est très. Et il y a eu des surprises parce que moi, par exemple, j'étais en bas dans l'atelier plutôt salissant. Parce que là-haut, c'était costumes et tout, c'était moins salissant. Et en bas, il y avait. Je partageais l'atelier notamment avec une tapissière, donc de fauteuil. Et elle m'a beaucoup appris. Elle m'a beaucoup appris. En plus, j'ai eu la possibilité d'accéder à des tissus incroyables. Donc, ça m'a permis de faire des costumes Castelet incroyables. En plus, avec les prix fournisseurs et tout ça, elle a été vraiment super, quoi. Les choix des tissus, sur les constructions. En plus, c'est assez menuisière aussi, etc. Moi, j'ai appris beaucoup. Après, et puis c'est l'artisanat, c'est voilà, on se rend compte aussi que bah, l'état des lieux de l'artisanat aujourd'hui, c'est pas si évident, hein. On n'est pas sur la même étagère toujours, hein. Tu dis ça par rapport à quoi? Bah, par rapport au statut, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui doit vivre uniquement de ses mains, parce qu'il n'est pas du tout intermittent, etc., qui doit vivre des fauteuils qu'elle vend alors qu'elle a mal au dos, en plus c'est des positions, etc. Donc voilà, c'est vrai que j'ai souvent acheté des coussins et lui fait faire d'autres fauteuils pour l'aider. C'est une économie, on va prendre en tant qu'intermittent, on va prendre un peu de sous là pour le remettre dans l'artisanat. Ouais. Bon, je dis ça, je sais pas pourquoi ça m'emmène là, mais c'est vrai que ça m'a touchée. Après, donc voilà, l'atelier, je partage avec elle. Et après, il y avait une place qui se libérait. Et là, j'ai emmené avec moi un ami qui était sur, pareil, du cinéma d'animation. Et lui, il construit les structures... pardon, j'ai oublié le mot. Enfin, les squelettes, quoi. Les squelettes des marionnettes d'animation. Donc, c'est quelqu'un qui travaille au centième de millimètre, qui fabrique ses rotules et vraiment plutôt dans le métal, quoi. Et pareil, il m'a aidé beaucoup sur certaines constructions, etc. Donc, pour le coup, une précision incroyable, quoi. C'était... voilà. Et puis voilà. Et du coup, le secret, tu as parlé de secret, ça veut dire quoi le secret? Ah, le secret. Alors, le secret, c'est un moment de création aussi. Je pense que il se joue, pour moi, il se joue à l'atelier. Je pense qu'il y en a qui ça se joue sur scène. Mais, enfin, bon, j'en sais rien, mais je ne vais pas parler pour les autres parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il se joue à l'atelier, ce secret. C'est-à-dire que pour moi, il est un peu, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, les sous-mariniers, ce sont des gens qui bah oui, vivent dans un sous-marin pendant un certain nombre de mois. Et en fait, il y a un code. C'est que quand ils sont sur leur bannette, leur lit, quoi, et il y a des rideaux, en fait. Et quand ils mettent le rideau, absolument personne n'a le droit d'ouvrir le rideau. Mais même, enfin, c'est ce secret absolu, c'est l'intimité absolue, qui est aussi dans la création. Et qu'on doit respecter, on doit se respecter pour ça. Il y a des moments où non, en fait, le rideau, il est fermé, quoi. Et j'avoue que pour moi, j'ai aussi besoin de ça. Et même, hein, j'ai entendu, hein, il y a des gens, des sous-mariniers, ils se retrouvent dans des états pitoyables, de maladies terribles, où psychiquement, ça va plus du tout, etc. Et personne n'a le droit d'ouvrir le rideau. C'est-à-dire que même le pacha, le grand capitaine machin, il dit « Monsieur truc, sors !» et tout. C'est le code absolu.
Et Et c'est cette intimité, donc, pour toi, oui, de la oui, création. c'est un cocon. C'est le moment, justement, on a la chance, en fait, en marionnette, je trouve, de naviguer entre l'atelier et le plateau. Parce que c'est ça, en fait, et voilà. Moi, je sais que je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que je vais construire les, les éléments primordiaux pour commencer à rechercher, à commencer le spectacle et tout ça. Et puis, on va mettre en place des choses avec 3 bouts de scotch, un bout de bois, un bout de machin, etc. Ça, c'est des maquettes, des mises en place pour voir comment ça fonctionne. Bon. Et après, ça revient à l'atelier pour faire une construction plus définitive. Et puis après, ça repart en répétition. Puis après, c'est les finitions. Enfin, c'est des allers-retours quand même entre l'atelier et le plateau, avec évidemment le passage un peu douanier de l'écriture pour valider un peu tout ça, pour que ça fonctionne. Enfin voilà, il y a des choses qu'on doit réécrire effectivement parce que ce qu'on avait prévu, c'était pas forcément ça. Ou alors on se fait justement happer par un autre désir, un autre endroit, ou quelque chose qui a plus de sens finalement. C'est les moments aussi d'inconscient qu'on a besoin d'écouter. Enfin ça, c'est compliqué aussi, ce moment, la création, où à la fois il faut tenir le cap vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce qu'on raconte, vis-à-vis de ses équipes, vis-à-vis de tout ça. Et en même temps, se laisser cette petite voix qui dit « Est-ce bien par là qu'il faut aller ?» Et ça, c'est pas facile. Je trouve que c'est pas facile parce qu'en plus, on est dans aussi des politiques. Forcément, quand on avance, enfin, sauf si on fait un spectacle entre soi et soi, bon, voilà. Mais quand on commence à demander des aides, à prévoir des résidences, à s'engager auprès de certains partenaires, de coproducteurs, de choses comme ça, etc. Bon, tout ça est très cadré. Donc, on n'a pas tant de temps que ça, donc il faut optimiser les choses, donc, etc. et tout. Et malgré tout, il y a cette petite voix qui vient dire « Est-ce bien par là qu'il faut aller ?» Et finalement, je trouve que cette petite voix, elle est entendable, enfin pour ma part, dans l'atelier. Et si tu avais un lieu de construction de spectacle idéal, pour toi, du coup, il y aurait un plateau et un atelier à côté, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et dans l'atelier, tu vois quoi? Plusieurs pièces par machine? Est-ce que tu vois des machines? Comment il est ton atelier idéal? Alors, là, il se trouve que j'ai quand même réussi à avoir un atelier chez moi, en Bretagne. Et bon, je te dirai plus tard parce que je vais faire mon prochain spectacle là. Mais en tout cas, là, ce que j'ai mis en place, c'est effectivement le coin écriture administration, puis le coin un peu tout, bricole et couture aussi, enfin voilà. Enfin, un endroit un peu plus propre, couture, etc. Un endroit un peu plutôt cradin, peinture et colle et tout ça, voilà. Et la partie menuiserie avec les machines. Et un petit évier. Et j'ai même des toilettes. Et surtout, j'ai mis un canapé lit. Tu peux mettre avec le rideau ou sans le rideau de sous-marinier? Il y a des portes. En tout cas, oui, quand c'est fermé, c'est fermé. Tu nous disais avant l'entretien que tu étais allée en Chine. Oui. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce passage par la Chine? Alors, c'était inattendu. En fait, il se trouve que j'avais fait une résidence à Charleville-Mézières et qu'il y avait une productrice chinoise qui était là, et en fin de résidence, elle est venue nous voir. Elle avait complètement transporté ce qu'on faisait, je sais pas. Alors, ok. C'était où la résidence à Charleville-Mézières? C'était à l'Institut. Et c'était pas du tout en période de festival, hein, je crois que c'était plutôt l'hiver. Et donc voilà, alors elle s'appelle France, mais elle est chinoise. En fait, c'est son nom français, elle s'appelle France. Elle s'appelle Chine en Chine. Elle s'appelle Ni en Chine, Ni Chen. Et d'ailleurs, ils disent Chen Ni, puisqu'on dit le nom avant le prénom. Et en fait, les Chinois, oui, ils prennent un nom international toujours.
Enfin, voilà, elle prend un prénom français, en fait. Elle fait partie des alliances franco-chinoises. Et voilà, elle était venue voir ce qui se passait à Charleville dans la marionnette et tout ça. C'est quelqu'un d'assez étonnant. Et, et donc, elle voulait faire venir au Bois dormant pour jouer en Chine. Et puis, il y a eu le Covid, donc c'était compliqué. Et puis après ça, un jour, elle m'envoie... Donc... Et puis après, du coup, elle a voulu faire venir un autre spectacle plus léger, donc mon spectacle rouge. Et là, comme moi, j'étais sur la sortie de l'épopée de Pénélope, là, le spectacle que je tourne en ce moment et à Avignon, et je pouvais pas. Bon, bref. Et puis un jour, un an plus tard, elle m'envoie un mail. Bon, un mail comme ça, enfin, elle dit voilà, j'ai. Il y a un projet qui est en train de se faire là en Chine, c'est avec un grand metteur en scène. C'est un projet de gouvernement par rapport à l'histoire d'un panda suite au JO de Pékin, parce que je sais pas quoi et tout. J'ai pensé à toi pour les marionnettes. Je fais ah oui, comme tout français, je fais envoie-moi le scénario. J'avais l'histoire quoi. Ah oui, et aucune nouvelle quoi. J'avais pas de nouvelles. Et puis, et puis, il se trouve que je vais jouer il y a 2 ans au Festival d'Avignon. Et puis, au milieu de la parade, je sais pas si vous avez déjà vécu la parade à Avignon, c'est un sujet quoi. Enfin, je veux dire, on dirait un grand rêve de Fellini avec tout. Il y a à la fois, on voit des clowns là, et puis un autre en petite tenue, et puis devant, il y a des gens avec beaucoup de bruit, et puis des musiciens et tout ça. Enfin, en fait, tout est mélangé, tout ça. Et au milieu de toute cette parade et des gens et tout ça, et moi, je suis avec ma marionnette dans un bateau en laine, enfin, voilà. Et là, je vois, oh, France Et elle me dit, oh, Marjolaine, tu es là le 14 juillet Je fais, oui. Et donc, dit, viens, tu sais, ça sera l'inauguration du projet dont je t'ai parlé. Ah oui, écoute, viens et tout. Je fais, bon, ok, d'accord. Et puis, en fait, je lui dis, ah, mais au fait, j'ai un spectacle, si tu veux venir et tout. Ah, je viens demain. D'accord, on lui laisse une invitation. Et puis, elle vient faire le spectacle, ça lui a plu. Et puis, le lendemain, en fait, il y a 3 Chinois qui viennent. Et puis, le surlendemain, il y a 6 Chinois qui viennent. Et puis, le surlendemain, en fait, C'est il y a 9 Chinois. exponentiel. Ouais, et ça remplit la salle et tout ça. Et mon chargé de diffusion ne comprenait pas très bien pourquoi il y avait autant de dossiers qu'on devait donner. Et après... arrive l'inauguration, donc c'était au village du Hof, et du coup, je demande si mon équipe peut venir. Ah oui, pas de problème. Bon. Et puis là, en fait, comme au village du Hof, il y a la petite scène avec des micros et tout. Et puis il y a les chaises pour regarder la scène. Et sur les chaises, il y a des tote bags avec des produits dérivés du projet Je m'appelle Atoun. Donc le fameux Histoire des pandas. C'est un panda. Et On a fait l'entretien du metteur en scène l'année dernière. Du coup, il est sur la chaîne. Ah, c'est vrai. Ah, d'accord. Vous avez vu ça et là, donc, du coup, il y a ma comédienne, elle ouvre le fascicule et en fait, elle voit mon nom dans le fascicule. Quoi. Je fais, ah, d'accord. Tu étais déjà embauchée. Oui. En fait, comme j'avais dit oui, envoie-moi le scénario, mais en fait, la parole tient vraiment. J'ai compris ça après, quoi. Mais sauf que après, donc, et puis dans la suite de la soirée, c'est vrai que du coup, au micro, on m'a appelé, je suis venue, et puis on dit alors, vous êtes contente de participer à ce projet J'ai fait oui, quelle surprise, voilà. Et ça s'est fait comme ça. Après, j'ai pu voir ce que faisait Miao. Enfin, heureusement, c'était le lendemain, c'était mon jour de relâche, et j'ai pu aller voir ce qu'il faisait. Et là, j'ai été complètement bluffée par ce qu'il faisait. Et du coup, tu es allée en Chine après? Ouais, 3 fois. C'est une période de combien de temps en tout? La première fois, c'était plus pour voir ce qu'il faisait avec la compagnie, voir ce qu'il voulait, et puis comment on pouvait travailler ensemble. Enfin, c'était une espèce d'accord à la fois aussi financier, aussi dans le style, enfin se mettre d'accord sur tout un tas de choses, proposer des idées, des choses comme ça. Et puis après, la fois d'après, c'était il
Donc on avait acté le nombre de marionnettes, le truc, etc. Donc après, et là, on est allé avec Francesca, justement, Francesca Testi, parce que là, je me suis dit, oula, c'est-à-dire que hop, 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 Je vais me c'est faire assez accompagner. rapide, en fait. Et puis, alors, c'était rapide en termes de délai, quoi. Donc je me suis dit... Puis j'étais hyper contente de travailler avec Francesca, elle m'a appris plein de trucs, pareil. Génial, c'était trop bien. Et j'ai pu aussi découvrir son atelier, voir comment il fonctionnait. Et du coup, vous avez construit là-bas? On a construit une partie chez elle. Enfin, moi, j'ai construit une partie chez moi. Elle a construit une partie chez elle. On a eu 2 semaines, des sessions d'une semaine, 6 jours ensemble, 2 fois de suite. Et après, on est partis toutes les deux en Chine pour faire certaines marionnettes sur place et certains ajustements. Parce qu'en fait, toute l'idée de ce projet, toute l'idée, non, je sais pas, mais c'est vrai que la première fois que je suis arrivée, ce que j'ai vu, c'était pas ils ont proposé, alors ils avaient monté comme un petit spectacle avec des maquettes aussi. Ils avaient tout construit, des petites maquettes et tout ça, mais c'était très traditionnel. C'est-à-dire que c'était de la marionnette sur table, voilà, assez classique, quoi. Et du coup, ça correspondait pas du tout à ce que j'avais vu, puisqu'ils font un physical theater, donc c'est vraiment, c'est entre la danse, le mime, ils arrivent à faire... Enfin, moi, j'avais vu un spectacle fabuleux, ça s'appelait Mère Courage et ses enfants, donc un Brecht, oui, sans aucune parole, où ils arrivaient, ils étaient 8-9 sur scène, et ils arrivaient à faire à tout avec leur corps, quoi. C'est impressionnant, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple un radeau, ils arrivent à faire le radeau, les survivants du radeau, la voile et le vent dans la voile, et tout ça, et c'est que leur corps qui fait ça. Donc je me disais, oh, des paysages de corps comme ça, on rajoute des marionnettes là-dedans, c'est fabuleux, quoi. Là, pour le coup, il y a une structure, c'est ça la structure, c'est leur Castelet. Donc j'ai essayé d'amener ce côté corps Castelet, mais c'était hyper compliqué. Enfin, c'était pas si évident à faire comprendre. Et en plus, avec cette angoisse que la marionnette serait trop petite. Ça, c'est très marrant, hein, de voir les fantasmes sur la marionnette. Soi-disant, plus c'est grand, plus on voit. Parce qu'en vrai, non. Enfin, je veux dire, là, le panda qu'ils avaient fait, il était infonctionnable. C'est les grandes marionnettes comme ça où on fait pom, 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 et puis ça s'arrête là. Enfin, je veux dire, à un moment, alors nous, on a relevé le truc avec Francesca en faisant une marionnette qui se manipulait partout, beaucoup plus petite, du coup, beaucoup plus légère. Pour des corps comme ça, ils sont à 10 à la faire fonctionner, ils se la passent, machin, etc. Alors, ça n'a rien à voir, quoi. Mais pour les convaincre, c'était pas si évident. Alors, en fait, finalement, j'ai fait aussi un peu comme eux, je pense. C'est-à-dire que je me suis imposée, quoi. Enfin, sans le vouloir presque, mais je suis arrivée avec une marionnette. Et quand ils l'ont vue, alors, ils ont parlé chinois. Et là, la traductrice n'a plus traduit, donc on s'est dit, c'est peut-être un problème, en fait. Et là, en fait, c'était très marrant, parce que j'étais avec la musicienne qui m'a accompagnée, parce qu'en fait, on faisait aussi toute la musique de leur spectacle. Ça a été aussi toute une aventure, la musique, mais bon, c'est un autre chapitre, chapitre marionnette. Et bref, et elle avait mis son téléphone pour les enregistrer. Après, elle a traduit, on a écouté ce qu'il disait. Et ça leur plaisait pas. Ils disaient, mais elle est toute petite. Et puis, ils y ressemblent pas du tout à un panda, on dirait un ours. Alors ça, j'ai compris en Chine. Ça, c'est très marrant aussi, les fantasmes, enfin, comment on voit les animaux suivant les cultures et tout ça. Alors eux, ils voient le panda sans museau. Ça, c'est très étonnant. Pourtant, moi, je fais de la sculpture depuis longtemps et tout ça. Puis j'ai une formation sculpteur et tout. Là, j'étais là, je disais, mais non, mais attends, ils n'ont pas de museau, les pandas. Après, en plus, ils m'ont fait, du coup, visiter le zoo à Pékin. On a fait tout le tour des parcs nationaux de Pékin. J'ai mon diplôme de panda.
parce qu'il a fallu aller voir les pandas et il disait regarde, t'as vu hein. Oui, mais il voulait pas voir, il y a un museau. Et c'est vrai, leur représentation des pandas, aucun museau. Il y a un peu. En fait, et j'ai compris pourquoi. Enfin, j'ai compris. Je sais pas, mais j'ai une hypothèse, c'est que en Chine, ils disent le panda, ils disent que c'est un chat-ours. Et le chat, c'est vrai il a pas. C'est pas, il a un beaucoup plus petit museau. Alors, c'est vrai que le museau du panda, il est plus large que les ours, mais il y a quand même un museau, quoi. Donc voilà, donc il a fallu rembourrer la tête pour que le museau paraisse moins grand, qu'on a essayé. Enfin voilà, très honnêtement, j'ai pu faire tout ce que je voulais sur tous les autres animaux et c'était super. Par contre, le panda, c'est resté un truc, un sujet, quoi. Et il y avait régulièrement. Et le metteur en scène, il était entre deux, le pauvre, parce que c'est vrai qu'il voulait. C'était une commande, donc il fallait qu'il. Voilà. Et en même temps, il voulait pas me vexer, je crois. Et en même temps, il fallait. Voilà. Donc régulièrement, il y avait des visites du panda pour voir si ça allait ou pas. Bon, après, quand ça allait, on a fait le panda comme il voulait. Enfin, en tout cas, dans l'idée de pas trop de museau. Et puis les petites joues roses, tu vois. On l'a cuté, quoi. On l'a cuté. Et ça allait. Après, le reste, on a pu faire ce qu'on voulait. Et d'après toi, pourquoi ils viennent à Avignon, la délégation chinoise, en grand nombre? Est-ce que tu as une idée là-dessus? J'ai une idée, mais je peux me tromper. C'est pareil, moi aussi, ça me pose encore question. Je pense qu'il y a une... je pense qu'il y a une fascination pour la culture française, comme ça. Et d'être intégré, de faire partie de ça. Aussi de ramener cette culture-là aussi en Chine. Parce que je pense que ils ont peut-être... C'est peut-être par ce biais-là, finalement, qu'ils arrivent à ouvrir leur culture à eux, d'une certaine manière, d'après ce que je comprends. Parce que, quelque part, avec la révolution culturelle et tout ça, c'est quand même beaucoup figé. Donc, je crois que c'est pas si évident, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que, vu que c'est un espace de liberté, il y a quelque chose que tu as envie de dire qu'on n'aurait pas abordé un endroit par rapport à la marionnette ou par rapport à autre chose? Bon, par rapport à la marionnette, j'ai le sentiment, moi c'est vrai que je me sens mal à l'aise en fait dans les réunions de marionnettes. Je me suis toujours sentie pas à ma place. Enfin, j'ai toujours senti que j'avais pas ma place. Oui, et c'est dû à quoi pour toi? Bah, c'est peut-être dû à moi déjà parce que j'ai un petit syndrome d'illégitimité à des endroits, j'en sais rien, mais voilà. Et puis aussi, je pense que des fois, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu fermé, quoi. Je trouve que ça. Je sais pas, je trouve que vite on peut être catégorisé enfin, tu vois, moi je fais du jeune public, je suis une fille, j'ai je me enfin j'ai pas une grande gueule, enfin j'ai l'impression des fois ouais qu'il y a un peu des préjugés quoi sur la marionnette. Mais à l'intérieur même du monde de la marionnette en plus. Je pense qu'il y a un complexe d'infériorité dans le monde de la marionnette qui fait qu'il y a un complexe de supériorité à certains endroits. C'est ça que je ressens. Et c'est vrai que des fois, je
je suis pas allée dans les réunions professionnelles, je suis pas allée dans les trucs et tout parce qu'il y a il y a comme un... J'ai l'impression de mordre la poussière, quoi. Mordre la poussière, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu entends par mordre la poussière? Bah, mordre la poussière, c'est... ouais, je sais pas, c'est cette impression de... Je me sens pas bien, je me sens pas accueillie. Tu vois, moi, enfin, les rares fois où, je sais pas, j'ai parlé, j'ai voulu parler de choses très concrètes, en fait, d'ateliers, de dire, bah oui, mais construire un spectacle, enfin, prenez en compte, en fait, tout un tas de choses très concrètes. Et en fait, on est face à un discours très politique et qui part dans des considérations, je trouve, oui, politiques. Et puis, ouais. Est-ce que s'il y avait une personne qui avait envie de se lancer dans la marionnette et que tu voudrais lui donner un conseil pour rentrer dans la marionnette, ce serait lequel? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Bah... Je lui dirais qu'il faut surtout... Enfin, il faut. Non, il n'y a pas de il faut. Et je dirais que... je lui dirais qu'elle court à son risque et que c'est bien. Et comme dit René Char, ils s'habitueront. Et si tu avais un message à te donner à toi-même quand tu étais jeune et que tu as commencé à faire la marionnette, un truc qui t'aurait aidé à en faire? Même si tu étais déjà dans une famille de marionnettistes, mais est-ce que tu aurais eu quelque chose qui t'aurait aidé à un endroit? Est-ce que tu avais un endroit, même pour s'extraire de la famille? Est-ce que tu aurais une clé à cet endroit-là aussi? Je pense que oui, je me serais dit, et des fois je me le redis, parce que même si je vais avoir 43 ans, et des fois j'ai l'impression d'avoir 10 ans encore, qu'il faut toujours reprendre confiance et tout, et je me dirais, oh là là, mais... ne perds pas trop de temps à je sais pas... enfin, comment dire? Ouais... Non, je me serais rassurée. En fait, non. Je me serais dit... Je me dirais... C'est très bien ce que tu fais. Vas-y, continue. Eh bien, Marjolaine, juste merci pour cet entretien. Bah, de rien, merci à vous. Les marionnettistes font comme ça. Les programmatrices font comme ça. Les chargés de diff font comme ça.